vous installer à la Flèche d'Or? Prendre place? Alors, eh bien, pour faire un récapitulatif rapide, le comité citoyen du 20e arrondissement de Paris, qui cherche à monter une caisse de solidarité alimentaire, a commencé à se réunir et à bénéficier de différents temps d'échanges, rencontres qu'on a appelées formations depuis le 14 septembre. On a construit cette réflexion sur plusieurs axes. On est sur l'axe démocratie alimentaire. On a déjà travaillé autour de la souveraineté alimentaire. On a travaillé sur les questions de santé et d'alimentation, sur l'agriculture et sur la circularité dans le système alimentaire. Donc voilà, on avance, on commence à voir aussi que les personnes s'envoient de plus en plus de liens et s'approprient des connaissances au-delà de celles qu'on fournit. Donc c'est extrêmement réjouissant. Donc voilà, ce soir, on va parler de démocratie alimentaire, un terme qui peut être questionné notamment par les premiers à s'en être saisis, en tout cas en France, en disant mais peut-on parler de démocratie alimentaire? Si on parle de démocratie alimentaire, on va parler de démocratie dans tous les autres secteurs. Et qu'en est-il réellement de notre portée à vouloir participer à un processus démocratique? Donc, pour arriver à répondre à ces questions ce soir, eh ben, on a la chance que François Collard-du-Tilleul ait répondu présent à notre invitation. Donc, vous êtes professeur émérite, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et vous avez enseigné le droit, mais surtout et aussi beaucoup participé à le faire avancer, ce droit, et notamment en le pensant comme un outil au service de la démocratie. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont certains qui sont co-signés, qui traitent du contrat, des prix, des denrées agricoles, de la souveraineté alimentaire. Et ce soir, nous nous intéressons tout particulièrement à votre ouvrage intitulé « Nourrir quand la démocratie alimentaire passe à table ». Et avant de vous laisser la parole et de vous en lire un extrait, on va débuter ce webinaire en chanson. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple ensemble, marchant dans la même direction, ignorant l'ethnicité, loin de la tribalité, au-delà des régions, au-dessus des religions. Regardons les mêmes intérêts, oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. Le peuple a le pouvoir et il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. Le peuple a le pouvoir, il ne le sait pas. Quand il le saura, il gagnera tous les combats. C'est sûr qu'ensemble, nous gagnerons tous les combats. Regroupons nos forces, c'est le temps de notre mandat. Dépassons notre passé, il est temps d'avancer. Ils continuent de faire leur marché, maintenant il faut les arrêter. Notre génération a un rôle
Ne pas pleurer mais agir. Lèvons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons, retrouvons-nous sur la place publique. Lèvons-nous ensemble, réclamons nos droits. Arrêtons de parler dans nos salons. Voilà, alors j'espère que vous avez... Alors, on t'a pas très bien entendu, Bénédicte, il y a eu une petite coupure. C'est bon, je suis revenue, désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez pu entendre la chanson? Oui, oui, c'est Oui, bon. Ça a juste coupé oui, au oui. moment où tu as repris la parole. Tout va bien. J'ai reçu le message. Très bien. Alors, j'ai choisi de commencer en lisant un extrait. C'est à partir de la page 173, la graduation territoriale de la démocratie alimentaire. Il y a une graduation territoriale de la démocratie alimentaire. Elle commence par un déficit démocratique à l'échelle internationale, puis s'élargit avec des possibilités grandissantes de démocratisation au fur et à mesure qu'elle descend jusqu'à l'échelle locale. À l'échelle internationale, en effet, il n'y existe pas l'ombre d'une démocratie alimentaire. Il n'y a ni principe démocratique, ni gouvernance d'un système. De plus, l'OMC étant indépendante de l'ONU, fait que les droits de l'homme produits par l'ONU ne sont pas des principes directement actifs à l'OMC. Le commerce international et le droit à l'alimentation n'ont pas entre eux de lien fonctionnel. À l'échelle de l'Europe, il n'y a pas non plus de système organisé. Le projet social fondé sur l'alimentation fait défaut. La politique agricole commune est agricole, non alimentaire. Le droit européen de l'alimentation est limité aux conditions nécessaires pour que la qualité sanitaire et la qualité commerciale, réduite aux signes de qualité des aliments, soient les mêmes sur tout le territoire européen pour que règne un marché unique. C'est d'ailleurs pourquoi les informations fournies aux consommateurs, qui sont également fixées par l'Union européenne, sont si maigres. On attend du consommateur européen qu'il soit mangeur plutôt que citoyen et qu'il fasse principalement des choix sur des critères de valeur économique favorables au développement du commerce. À l'échelle de la France, la politique alimentaire est à la fois centralisée et segmentée entre de nombreuses instances et institutions. Plusieurs ministères, agriculture, économie, santé, environnement, éducation, nombreuses agences, conseils et organisations professionnelles, différentes académies, etc. Plusieurs initiatives ont toutefois permis d'initier une politique alimentaire avec, je vous résume très rapidement, la loi de 2014 qui va lancer les PAT, les États généraux de l'alimentation. Il reste donc l'échelle des collectivités territoriales la plus prometteuse et la plus décidée. Un système territorial porteur de démocratie alimentaire a pour objet de rapprocher les producteurs agricoles, les transformateurs, les distributeurs, les associations, les collectivités territoriales et les citoyens. Il associe les corps intermédiaires et les institutions liées à l'alimentation du territoire. Donc, pour venir illustrer ça, je vais vous poser la première question qui consiste à nous rappeler, une fois que qu'on voit les différentes arènes liées au droit à l'alimentation, nous rappeler justement ce qu'est le droit à l'alimentation et où la France se situe aujourd'hui par rapport à sa mise en application. Oui. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Bravo pour cette initiative et bravo pour cette manière que vous avez de vouloir progresser à la fois dans la compréhension
de ce qu'il faut faire, de ce que vous souhaitez faire, et la compréhension aussi en la mettant avec des mots, en choisissant un vocabulaire qui ne soit pas forcément le vocabulaire du business, le vocabulaire habituel, quoi. Et le droit à l'alimentation, c'est un bon exemple pour démarrer, parce que d'abord en France, le droit à l'alimentation, l'expression droit à l'alimentation n'apparaît dans aucune loi. Ça n'apparaît pas. Ça ne veut pas dire que la France ne respecte pas le droit à l'alimentation, chacun avec l'aide alimentaire notamment, mais il n'y a pas les mots dans la loi. C'est très important qu'il y ait les mots dans la loi parce qu'on pense avec des mots et là, on ne les a pas. Et puis quand on regarde les textes internationaux dans lesquels il est question de l'alimentation, en réalité, ce n'est pas exactement du droit à l'alimentation que les textes parlent. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui date de 1948, qui est le grand texte de départ des droits de l'homme, ce que cette déclaration dit, c'est ceci. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Le droit, c'est pas en soi un droit à l'alimentation, c'est un droit à un niveau de vie suffisant pour couvrir ses besoins fondamentaux. Et dans l'autre texte international qui est très important, qui est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on dit ceci, les États partis au présent pacte, c'est-à-dire les États qui signent le présent pacte, reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Et donc, ce vers quoi on doit tendre, c'est moins un droit à l'alimentation qu'un droit à des moyens de subsistance. Et c'est très important de ne pas dissocier l'alimentation, ou ce qu'on appelle quand même par convention le droit à l'alimentation, c'est très important de ne pas le dissocier des autres besoins fondamentaux. Quelqu'un dont on remplit l'estomac mais qu'on ne loge pas, c'est un problème. Quelqu'un dont on remplit l'estomac mais dont on n'assure pas l'accès à un médecin, c'est un problème. Et donc, il faut toujours penser, quand on pense à quelque chose au regard de l'alimentation, il faut toujours voir plus loin que l'alimentation. Il y a, vous verrez dans les initiatives, dans les expériences qui sont relatives à l'alimentation, l'aide alimentaire, les épiceries sociales et quantité de choses, dont sans doute votre expérience, il y a des gens qui viendront, il y a des personnes qui viendront pour bénéficier de ce que vous faites. Puis il y en a qui ne viendront pas, qui pourraient en bénéficier, et qui ne viendront pas parce qu'elles n'ont pas de logement, parce que les enfants ne vont pas à l'école, et donc parce qu'on n'arrive pas à les saisir. Là, les besoins fondamentaux de la vie, ça suppose d'avoir un ensemble, de couvrir un ensemble de besoins, dont l'alimentation. Donc toujours garder à l'esprit que le droit à l'alimentation, il ne faut jamais le dissocier des autres besoins fondamentaux. Et puis aussi sur le droit à l'alimentation, il y a quelque chose qui est très important par rapport à ce que vous voulez faire. C'est que les droits de l'homme, ce sont des droits individuels. Ce sont des droits pour chaque personne. Et c'est très important que chaque personne puisse bénéficier de ce droit à l'alimentation. Mais on comprend bien aussi que le problème ne peut pas se régler si on se contente de rester à ce niveau individuel. Et ce que vous faites, ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire, c'est en réalité, quand je le traduis avec mon vocabulaire, ce que vous souhaitez faire, c'est créer un droit collectif
à une sécurité alimentaire qui couvre chaque individu. C'est un droit collectif et vous êtes parce que vous allez agir collectivement pour assurer l'alimentation de chaque individu. Vous allez transformer le droit individuel à l'alimentation en un droit collectif. Et c'est très important de le faire parce que, vous savez, je dis souvent ça ce qui caractérise le droit, c'est qu'on a un droit, s'il n'est pas respecté, on peut agir en justice. Et c'est-à-dire, on peut faire un procès à l'État, par exemple, comme on le fait pour le droit au logement, par exemple. Mais imaginez que dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Est-ce qu'on peut penser qu'on va régler le problème de la famine en permettant à 2 milliards de personnes de faire 2 milliards de procès à leurs États? C'est pas comme ça qu'on va régler la question de la famine. Le fait que les droits de l'homme soient des droits individuels, c'est une force parce que ça donne, ça s'appuie sur un principe d'égalité absolue entre toutes les personnes, mais c'est une faiblesse parce que les textes sur les droits de l'homme n'ont pas prévu la dimension collective pour porter ces droits fondamentaux. Et c'est pourquoi ce que vous faites, c'est très important parce que vous commencez au début à le faire dans un cadre collectif. Et donc, vous sortez le droit à l'alimentation de la pluri-individualité pour en faire un droit collectif. Et c'est un droit, au fond, ce que vous voulez faire, c'est un droit à la sécurité alimentaire de la population. Et qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire de la population? Ça, c'est un autre vocabulaire complémentaire du droit à l'alimentation. Et selon l'ONU, selon l'organisme de l'ONU qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, qui est la FAO, la, la sécurité alimentaire, elle suppose au moins cinq conditions. Et ça me paraît très important que vous ayez en tête ces 5 conditions comme autant de challenges, si je puis dire, dans votre initiative. La première condition, c'est qu'il y ait une disponibilité d'une alimentation suffisante pour tous. C'est très important quand on réfléchit en termes d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut chercher. Là, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. On fait comme on peut, hein. Mais l'objectif, ça doit être de mettre à disposition une alimentation de manière permanente, une alimentation qui permette de se nourrir de manière équilibrée, à chacun de se nourrir de manière équilibrée. La deuxième condition, c'est une accessibilité permanente. Ça aussi, c'est très exigeant et ça aussi, on ne peut pas toujours le réaliser, mais ouvrir je sais pas, une distribution alimentaire de 8 heures à 10 heures le lundi, le mercredi et le vendredi, et puis en dehors de ça, eh bien, débrouillez-vous. Ben, si je dois aller chez le médecin entre 8 heures et 10 heures, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Alors, on ne peut pas être non plus 24 heures sur 24, mais il faut avoir à l'esprit cette accessibilité euh, permanente en fonction aussi des contraintes, non seulement des contraintes de ceux qui organisent, dont vous faites partie, mais aussi des contraintes de ceux qui vont venir. La troisième condition, c'est de permettre à chacun d'accéder à une alimentation saine et de qualité. Ça me pose toujours problème quand je vois, vous savez, à l'entrée des supermarchés, des hypermarchés, quelquefois, il y a la banque alimentaire ou les restos ou je ne sais qui distribuent des sacs et puis qui donnent ça aux consommateurs, citoyens, et pour qu'ils mettent dans le sac quelque chose en allant faire leurs courses et puis le déposent en sortant. C'est très important que les personnes qui vont accepter de jouer ce jeu, c'est très important qu'elles aient à l'esprit que c'est pas l'objectif, c'est pas forcément de prendre la boîte de haricots verts la moins chère et c'est pas de prendre l'élément le plus industrialisé parce qu'il se conserve le mieux,
il faut avoir à l'esprit, quand on ouvre cette possibilité aux consommateurs, il faut avoir à l'esprit qu'on doit obtenir une variété, une diversité de qualité. Ce qui me paraît très important, c'est que même si ça n'est pas toujours possible, faut garder la modestie, hein, mais même si ça n'est pas toujours possible, il faut garder à l'esprit que ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont en précarité, ceux qui sont en situation de pauvreté, ont aussi droit à la qualité. Et là, la quatrième condition, de pouvoir accéder à une alimentation conforme aux besoins des personnes. C'est pas la même chose, un enfant comme celui que Bénédicte a à côté d'elle, ou moi qui suis, on peut dire, une personne âgée, ou une femme enceinte, ou une personne qui est en activité. Bref, il faut que les personnes qui vont être adhérents au système, à l'initiative, puissent trouver une alimentation conforme à leurs besoins. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours facile, mais il faut garder à l'esprit d'aller vers ça. Et la cinquième condition de la sécurité alimentaire, c'est l'accès à une alimentation conforme aux préférences alimentaires et culturelles des personnes. Ah, c'est aussi compliqué, c'est aussi difficile, mais il faut aussi garder ça à l'esprit, que pour des raisons culturelles, pour des raisons religieuses, pour des raisons de préférence, hein, pour des raisons d'allergie ou des raisons médicales, il y a des aliments qu'il ne faut pas donner à des enfants, à des adultes, à ceci ou à cela. Et donc, toujours garder à l'esprit, c'est aussi une manière de respecter les personnes qui viennent, qui sont toutes différentes. Ce ne sont pas des estomacs ou des paniers vides, ce sont des individus qui sont tous différents, des personnes qui sont toutes différentes et dont il faut le plus possible respecter les préférences personnelles parce que la possibilité de respecter les préférences personnelles, c'est une condition de la dignité. Voilà. La dignité, c'est pas quelque chose de collectif. La dignité, c'est pour chacun, une pleine dignité pour chacun. Alors évidemment, c'est très exigeant ce que je vous dis là. Et il ne s'agit pas de considérer qu'on fait tout ça du premier coup. Non. Une initiative, ça doit évoluer. Ça doit être pensé sur le temps. Ne vous demandez pas seulement ce que vous allez faire demain matin, comme organisation, comme expérience, comme initiative, mais mettez-vous des étapes, essayez de penser des étapes et de penser ça sur la durée. Donc c'est très exigeant, mais l'exigence c'est un horizon. Voilà, l'exigence c'est un horizon, c'est pas un préalable. Mais il faut essayer de tendre vers ça. Je ne sais pas si. Et vous voyez que le droit à l'alimentation, c'est en fait très exigeant, c'est assez complexe, parce qu'il y a une dimension individuelle qui, quand on regarde les conditions de la sécurité alimentaire, sont difficiles, et il y a une dimension collective qui n'existe pas dans les textes et qu'il faut faire exister sur le terrain. Voilà. On entend parler en fait au niveau du Sénat de la possibilité d'inscrire le droit à l'alimentation dans la Constitution. On Oui. voit en fait que les choses bougent en essayant justement de décliner le droit à l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Du coup, pour vous, voilà, dans ces avancées-là, quel serait un petit peu l'ordre à respecter pour rendre les choses possibles Pour votre initiative, pour l'initiative que vous. Alors, Oui. si on considère, oui, notre initiative ou d'autres, finalement, je reste volontairement ouverte. En tout cas, comment on fait pour que le droit à l'alimentation devienne quelque chose d'effectif en France? Et si je comprends bien, le droit à l'alimentation est extrêmement corrélé à la sécurité alimentaire. Ça serait sa Oui, déclinaison. absolument. Et eh bien, je dirais qu'il y a plusieurs questions que vous devez, enfin, puisque vous lancez dans des webinaires, dans des formations, dans la constitution d'un comité citoyen, dans l'approfondissement de la manière de penser, de concevoir ce que vous voulez faire,
je dirais qu'il y a plusieurs questions que vous devez vous poser. La première question, il me semble qu'il faut vous attaquer au vocabulaire. Comment est-ce que vous parlez de votre initiative? Et si vous dites, il y a des bénévoles et des bénéficiaires, c'est pas faux, mais vous enfermez les personnes dans un rôle et au fond, on donne à la solidarité, en faisant ça, un relent de charité. Il y a les personnes qui donnent et les personnes qui reçoivent. Il y a celles qui sont valorisées parce qu'elles donnent et celles qui doivent être un peu reconnaissantes parce qu'elles reçoivent. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler des personnes en essayant d'éviter cette discrimination? Parce que la personne qui est bénévole, elle peut avoir autant besoin de s'engager que celle qui est en face a besoin de se nourrir. C'est pas le même, c'est pas la même alimentation, si je puis dire, c'est pas la même nourriture, mais le besoin peut être aussi fort pour quelqu'un qui s'engage et quelqu'un qui bénéficie. Et il faut donc essayer de voir comme, si on peut parler de notre initiative, de votre initiative, avec un vocabulaire qui n'est pas discriminant, qui ne réduit pas le système à ceux qui donnent et à ceux qui reçoivent. Alors, on peut, comment en parler? Ça, c'est à vous de discuter de ça. Est-ce que ce sont, tout le monde est participant? Est-ce qu'il y a tout le monde est adhérent? Est-ce que, voilà, ou est-ce que vous préférez quand même garder cette forme de discrimination, de différenciation entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent? Mais pour moi, c'est très important de chercher une appellation non discriminante. Encore une fois, on peut réfléchir en se disant que les personnes qui donnent de leur temps, elles ont besoin de cela pour recevoir quelque chose. Elles sont dans un besoin qui ne s'exprime pas forcément par une matérialité, qui peut être un besoin de l'esprit, qui peut être un besoin affectif, qui peut être un besoin de sortir d'un isolement, qui est un besoin aussi vital dans une société que le besoin de se nourrir. C'est pourquoi je suis, à titre personnel, mais c'est pas, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, je vous dis, voilà, moi, ce que je pense, et donc que vous vous posiez cette question, comment on appelle les personnes celles qui sont dans la salle, celles qui vont organiser, celles qui vont venir à un titre ou à un autre. Le deuxième, alors par exemple, quand on peut ne pas appeler, on peut n'appeler personne. Par exemple, moi, vu des épiceries sociales, par exemple, où ce qui est vendu, c'est vendu, il y a trois prix. Chaque chose a un prix de marché normal, ordinaire, un prix plus élevé et un prix moins élevé. Et les personnes qui viennent s'approvisionner choisissent elles-mêmes le prix qu'elles paient. Elles peuvent payer un prix plus élevé, elles peuvent payer un prix moins élevé. Mais toutes les personnes qui sont dans le magasin, on ne leur dit pas, en montrant du doigt, celles qui bénéficient, celles qui donnent, celles qui reçoivent. Vous voyez. Et donc, on peut penser un système en essayant au moins de limiter ou de diminuer le plus possible l'effet possible de discrimination. Je Mais pense c'est vrai souvent que, à... ouais, Pardon? c'est vrai que on voit aussi que c'est un changement tel que se détacher de ces mots, c'est aussi une grosse difficulté parce que, notamment pour les bénévoles, il y a une identité forte qui est liée à l'action et au bénévolat. Et si Oui. on vient les chercher pour participer à des actions voilà, où on perd cette terminologie-là,
on a l'impression qu'on les déshabille, voilà, qu'on les dépossède d'une part d'eux-mêmes. Et c'est donc Oui. trouver le juste terme aussi pour arriver à embarquer ces personnes, tout en sachant voilà, comment faire en sorte qu'elles se sentent reconnues dans ce qu'elles ont fait et qu'elles arrivent à avancer. Et c'est vraiment, voilà, c'est Mais vraiment ça. vous pouvez très bien garder les mots bénévole et bénéficiaire, mais en même temps euh, introduire une absence de discrimination dans la manière de gouverner et de fonctionner. Et je vais y venir si vous voulez, je vais vous préciser ça, mais euh, par exemple, moi ça me frappe ça quand je fais comme tout le monde, hein, je vais faire des courses dans un supermarché, je- et quand je vais dans un supermarché, à la caisse, eh bien, il y a des gens devant moi et il y a tout un tas de personnes qui payent avec des titres restaurants. Quand je vois quelqu'un qui paye avec un titre, moi, j'ai jamais eu de titre restaurant parce que j'étais dans la fonction publique, on n'en avait pas. Mais quand je vois quelqu'un qui paie avec un titre restaurant, je me dis pas, oh là là, c'est un pauvre. Je me dis non, c'est un salarié qui a une chance. Il a ses titres restaurant et avec ça, il fait ses courses. Et je me dis, ben, c'est pas discriminant d'avoir un titre restaurant. Personne n'a honte d'avoir des titres restaurants. Pourquoi, pour les personnes en situation, on ne créerait pas des titres restaurants sur le modèle de ceux dont profitent les salariés? Parce que ce qu'on observe, c'est que la plupart des personnes qui relèvent de l'aide alimentaire, pour dire vite, ne sont pas des personnes qui bénéficient de titres restaurants. Soit parce qu'elles n'ont pas de travail, soit parce que l'entreprise dans laquelle elles travaillent ne leur en propose pas. Et donc, est-ce qu'on pourrait, c'est une autre façon de ne pas être discriminant, voyez. Et donc, ça n'exclut pas qu'il y ait dans un système des bénévoles, ça n'exclut pas qu'on soit bénéficiaire de titres restaurants, mais être bénéficiaire de titres restaurants, c'est pas discriminant. Voilà, parce que ça, c'est la même chose pour les salariés ordinaires qui, eux, ne relèvent pas forcément de l'aide alimentaire. Vous voyez, donc, il me semble que quand on réfléchit aux mots, on peut très bien décider, c'est pas mal de décider bénévole, bénéficiaire, de garder ces mots-là, au moins dans un premier temps, que ça puisse évoluer après au bout de quelques années, mais garder ça. Simplement, comment on peut faire en sorte que derrière bénévole et bénéficiaire, il n'y ait pas les gentils et les pauvres, quoi. Voilà. Vous voyez, de sortir de l'espèce de vision morale qu'on peut avoir avec, qui était la vision de la charité. Et comment on peut passer de la charité à la solidarité. Vous voyez. Ça, c'est la première question. Donc, se poser la question. Quelle que soit la réponse qu'on donne, se poser la question. La deuxième question, c'est quel mode de gouvernance pour votre initiative? Est-ce que tous les participants ont la possibilité ou auront la possibilité de participer à la gouvernance ou seulement les bénévoles, pour reprendre ce vocabulaire habituel? Est-ce que les bénéficiaires euh, vont pouvoir participer aussi à la gouvernance? C'est-à-dire, qui va décider? Et est-ce que les décisions sont prises seulement par des chefs qui sont, à un titre ou à un autre, bénévoles, hein, sous réserve de peut-être quelques salariés qui peuvent être embauchés dans l'initiative, mais principalement les bénévoles, et puis des décisions qui vont s'imposer, si je puis dire, ensuite aux, aux bénéficiaires, pour reprendre ce vocabulaire. Qui va décider auprès de qui les personnes vont pouvoir s'approvisionner si elles bénéficient, par exemple, d'un chèque, l'équivalent de ça? Est-ce que c'est les bénévoles qui décident ou est-ce que tout le monde décide? Vous voyez le mode de gouvernance. Et c'est très important d'avoir un mode de gouvernance non discriminant. Enfin, il me semble, en tout cas pour moi, très important. La non-discrimination peut venir des mots qu'on utilise. La non-discrimination, même quand on utilise les mots bénévole, bénéficiaire, comme c'est le cas dans beaucoup d'initiatives, encore,
même si moi, à titre personnel, je souhaite qu'on dépasse ça, la non-discrimination peut venir du mode de gouvernance. Et donc, si vous faites une association, par exemple, comment vous constituez l'association? C'est très important. Qui fait partie du conseil d'administration? Est-ce qu'il y a il y a un collège de bénévoles et un collège de bénéficiaires, un collège de ceux qui donnent du temps et un collège de ceux qui reçoivent des aliments, ou est-ce qu'il y a une mixité, un mélange entre tous les participants à un titre ou à un autre à l'opération? La troisième question, elle est celle de quelles sont les modalités de réalisation de l'initiative. Ce n'est pas pareil. Vous savez, moi, quelquefois, je suis un peu choqué de ça quand je vois la ville, moi, j'habite à côté de Nantes. J'habite à la campagne, mais j'habite à côté de Nantes. Et quand je vois à Nantes un- une, une banque alimentaire, disons un lieu d'aide alimentaire, je ne vise personne en particulier. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un local avec des tables. Derrière les tables, il y a les bénévoles. Et puis, il y a une queue sur le trottoir. Et puis, les gens rentrent les uns après les autres. Et puis, ils vont devant la table et on leur remplit leur panier. Pour moi, ça, c'est discriminant. Vous voyez, pour moi, ça, c'est discriminant. Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une table entre les bénévoles et les bénéficiaires? Toujours si je reprends cette expression. Et de surcroît, puisque ça se produit aussi comme ça, je ne sais pas pourquoi il y a une différence entre ceux qui ont froid sur le trottoir en attendant de rentrer et ceux qui restent au chaud à l'intérieur. Vous voyez, je dis ça de manière presque un peu provocatrice c'est simplement pour vous montrer que il y a des questions qu'on peut se poser, y compris dans la configuration des lieux, qui sont très illustratifs de, entre guillemets, la philosophie de l'initiative qu'on donne. Alors que il y a des systèmes d'aide alimentaire qui se présentent vraiment comme un magasin. Voilà, il y a un magasin, il y a des rayons, il y a des gens qui rentrent, qui remplissent leur panier plus volontairement, avec plus de liberté, qui peuvent être aidés, hein, mais où on a un système de circulation un peu comme dans un magasin, système que nous pratiquons quand on fait nos courses, quoi, voilà, tout simplement. Une autre une autre question que je trouve il faut vous poser, c'est celle de qu'est-ce que signifie concrètement, le passage d'une conception de charité à une conception de solidarité ou de fraternité, si on raisonne par rapport à liberté, égalité, fraternité, parce qu'en fait, ce que je vous dis là, les questions que je vous pose ou que je vous suggère de vous poser, c'est des questions qui interrogent les trois valeurs fondamentales de la République, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité. La non-discrimination, c'est ça. La possibilité de choisir l'alimentation qui me convient, c'est la liberté. La solidarité, c'est autre chose. Et la fraternité, c'est autre chose que la charité. Qu'est-ce qui fait la différence? Comment on passe de la charité à la solidarité? Par exemple, bon, je ne vais pas le faire de manière conceptuelle, mais concrètement, euh, il faut avoir égard non seulement à ce que vous pouvez apporter aux personnes qui ont besoin de vous, mais aussi à ce que peuvent apporter les personnes qui bénéficient de votre initiative. Se demander quelles sont leurs capacités, comme disait Amartya Sen, ou leurs capacités ou leurs compétences, et en faire profiter tant les autres bénéficiaires que les bénévoles. Par exemple, je connais des initiatives diverses où on utilise les cuisines des cantines scolaires en dehors des heures où elles servent pour la cantine scolaire,
comme des lieux où on organise des cours de cuisine, par exemple. Dire comment, parce que souvent, des personnes qui sont en situation de précarité, de pauvreté, perdent jusqu'à la façon de cuisiner de manière nutritionnellement équilibrée, etc. On s'alimente un peu comme on veut, comme on peut plutôt, et en oubliant ça. Alors, des cours communs de cuisine qui mélangent les bénévoles et les bénéficiaires sans qu'on puisse identifier ceux qui sont meilleurs en cuisine que les autres. Il y a des formations sur la nutrition, une formation sur la nutrition, c'est-à-dire comment on se nourrit ou on nourrit ses enfants de manière équilibrée, ça peut intéresser aussi bien des bénévoles que des bénéficiaires. Et Et quand on est formé sur la nutrition, même quand on est bénévole, on est mieux à même d'aider, d'accompagner les personnes qui vont bénéficier. Et évidemment, les bénéficiaires, eh bien, se former sur les conditions de la nutrition, c'est évidemment aussi très utile. Il y a aussi tout un tas de personnes que votre initiative ne va pas toucher, par exemple, parce que une personne âgée, elle est chez elle, elle peut pas sortir aussi facilement que quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un bénéficiaire ou des bénéficiaires ou des bénévoles ne pourraient pas aussi être chargés de porter les paniers, si je puis dire, d'aide alimentaire ou d'approvisionnement alimentaire à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer? C'est-à-dire, si je suis bénéficiaire parce que je suis en situation de précarité ou de pauvreté, bien, je peux venir chercher de quoi j'ai besoin, je peux trouver de quoi j'ai besoin, mais je peux aussi aller porter un panier à quelqu'un d'autre que je connais, dont je connais l'existence, ou même dont je ne connais pas l'existence, mais qu'on me signale, et je vais participer, avoir un rôle actif, et ces rôles actifs, petit à petit, vont mélanger ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Bon, au fond, il y a ceux qui donnent et ceux qui reçoivent, de la même manière que vous voyez, Bénédicte, elle a son enfant avec elle. Bien, peut-être si un jour elle a besoin d'une journée pour participer d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a quelqu'un qui peut être là pour l'aider à garder son enfant à côté. Et ça peut être tout aussi bien un bénévole qu'un bénéficiaire. Et donc, et si Bénédicte alors je ne sais pas quel est son statut, mais c'est qu'elle soit bénévole ou pas, ou salariée, elle peut recevoir aussi, elle peut recevoir Bénédicte autant qu'elle peut donner. Et vous voyez, et quand on pense les choses de cette manière, on a quitté la charité pour penser la solidarité. Et on pense la solidarité en se disant, il y a ceux qui ont besoin, comme je le disais un peu avant, il y a ceux qui ont besoin de la nourriture. Bon, on va faire en sorte qu'ils en aient. Mais il y a ceux qui ont besoin d'autre chose que la nourriture. Et c'est un besoin aussi vital. Et donc, on a tous des besoins qui sont fondamentaux. Et on met ensemble une activité, une initiative qui permet précisément à chacun de satisfaire ou de couvrir ses besoins fondamentaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais vous voyez, c'est des questions qu'il faut vous poser. Et là encore, il ne faut pas chercher à tout faire bien à la première minute, mais il faut garder à l'esprit, c'est comme des petites musiques, ces différentes questions, ces différents questionnements, et puis se dire, bon, dans un premier temps, on peut faire que ça, mais on fait ça, et puis dans un deuxième temps, on va essayer de faire ça, puis dans un troisième temps, on va essayer de faire ça, c'est-à-dire aussi voir les choses de manière évolutive pour aller vers quelque chose de plus en plus conforme à un système de solidarité et de non-discrimination. Ben, je vous remercie parce que je pense qu'en effet, ce sont des mots et des réflexions dont on a besoin parce que par la vitesse de ce qu'on vit depuis le mois de septembre jusqu'au fait de vouloir lancer une caisse, donc de vouloir complètement s'extraire de l'aide alimentaire, s'extraire des postures de bénévoles, bénéficiaires, c'est important d'y être sensible parce que
on vient bousculer un ordre établi en réalité avec ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et bousculer un ordre établi, c'est pas du tout neutre dans une société Non. et encore moins quand il est question d'alimentation Mm. où justement ces rôles et ces assignations sont extrêmement forts et où c'est difficile de venir amener du changement même par rapport à la personne qui reçoit de l'aide alimentaire. Et pour Oui. en donner un exemple, quand on discute avec des personnes qui sont en situation de recevoir de l'aide alimentaire et qui s'informent sur la caisse, pouvoir se représenter que la caisse ne va pas choisir à leur place, mais qu'ils seront décisionnaires au sein de la caisse et qu'ils pourront prendre quand, quand ils veulent ce qu'ils veulent, ça semble quelque chose de pas possible. En fait, avec ce Mm. projet, l'aspect très concret est difficile à saisir, mais pour tout le monde, hein, même pour nous qui portons le projet, ça renverse complètement les choses. Et ça vient aussi nous dire comment on touche ceux qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire ceux qui euh, décident que leur alimentation, ils sont OK avec ce qu'ils achètent. Et au final, comment on les touche aussi via le droit à l'alimentation. C'est-à-dire que finalement, les personnes qui continuent à s'inscrire dans le système alimentaire sans se soucier du fait que ce système exclut des personnes et ne soit pas conforme au droit à l'alimentation, bah de quoi continue-t-il à être responsable si on le dit comme ça. Et est-ce que c'est violent, brutal de venir leur dire qu'ils ont une responsabilité là-dedans? euh, voilà, je pense que c'est des questions en fait de fond. Et c'est des questions de fond où pour, euh, pour l'expérimentation, une des grandes difficultés, c'est finalement d'essayer de faire quelque chose de démocratique. Oui. Parce qu'on se rend compte très rapidement qu'on n'est pas éduqué, formaté à la démocratie et que en fin de compte, c'est revouloir initier de la démocratie dans un collectif, faire grossir ce collectif, et ben ça semble à certains moments une véritable usine à gaz. Mm. Et voilà un peu où on en est. Euh, à partir de votre travail, ce que je pensais intéressant, là, vous nous avez déjà donné des pistes qui peuvent nous aider finalement à travailler sur la diversité des approches, sur la souveraineté alimentaire. Mais autre chose qui est intéressant et qui fait lien avec ben, le fait de vouloir rassembler tout le monde, toutes catégories confondues, et de permettre à des personnes qui ont beaucoup de pouvoir mettre la main au portefeuille avec joie et plaisir, c'est aussi finalement comment on parle de démocratie alimentaire, mais comment on peut aussi s'engager dans d'autres concepts notamment cette forme plus, alors ça fait concept très nébuleux, mais je vais l'expliquer de manière simple, au niveau de l'économie morale, c'est-à-dire se dire à un moment donné que ce qui est intéressant, c'est de sortir de l'économie classique et de venir proposer, en sortant l'alimentation du marché, un autre type d'échange qui est vraiment basé finalement sur un des mots-clés que vous avez cité dès le début, c'est-à-dire la subsistance. C'est bien une économie de la subsistance dont il est question. Et au final, comment on s'attaque à la question très difficile de faire que les gens s'intéressent à ce qu'ils, finalement, à cette répartition, à ce partage, quand on a une société qui vient toujours regarder ce qui lui reste, mais pas ce qui lui prend, et pas ce qu'on fait de ce qui lui est pris. Donc voilà, finalement, comment le droit peut nous aider là-dedans à avancer. On parle beaucoup, actuellement, on parle beaucoup de la souveraineté alimentaire. Le ministère de l'Agriculture est même un ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vous savez, moi, je me méfie toujours quand le vocabulaire devient un vocabulaire public. Je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, ça ne veut pas dire grand-chose. La souveraineté alimentaire, j'utilise l'expression, la Via Campesina utilise l'expression, c'est la Via Campesina qui est la première à utiliser la souveraineté dans un sens complètement différent du sens que lui donne le gouvernement, les gouvernements successifs.
Parce que la souveraineté, en fait, c'est faire souverainement pouvoir décider. Pouvoir décider, c'est ça la souveraineté. Je suis souverain de moi-même quand je peux décider ce qui m'arrive. Et si la souveraineté, ça ne se divise pas, il n'y a pas en fait une souveraineté qui serait possible pour l'alimentation, puis pas pour le logement, pas pour la santé. Et donc la souveraineté, c'est la souveraineté. Ça ne se divise pas, ça ne se discute pas. Et c'est pourquoi je parle de la souveraineté, parce que j'essaie en même temps d'en détourner le sens. Quand je parle de souveraineté alimentaire, en réalité, j'ai une arrière-pensée que je vous donne. Et cette arrière-pensée, c'est que il me semble que la souveraineté alimentaire, c'est une situation dans laquelle, collectivement, nous pouvons décider non pas seulement ce que nous mangeons, mais ce que nous produisons pour nous-mêmes. C'est-à-dire, derrière, il y a la question de la relocalisation de l'agriculture, de la relocalisation de l'alimentation. Vous savez, je fais souvent cette comparaison. J'imagine que pour vous, c'est comme pour moi. Le logement, j'ai bien envie d'avoir un logement pas trop loin de chez moi. Pas trop loin, je veux dire, d'où je travaille, de mon espace de vie. J'ai un peu envie d'avoir un médecin pas trop loin. J'ai un peu envie d'avoir une école pour mes enfants pas trop loin, d'avoir un hôpital à disposition, pas trop loin, vous voyez. Et le logement, la santé, l'éducation, qui sont des besoins fondamentaux, on n'a pas envie qu'ils soient délocalisés. Et ils ne sont pas délocalisés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des sujets dont l'Organisation mondiale du commerce s'occupe. Dans l'Organisation mondiale du commerce, il n'y a pas la santé, il n'y a pas le logement, il n'y a pas l'éducation. Mais dans l'Organisation mondiale du commerce, il y a l'alimentation et l'agriculture. Et l'alimentation, c'est aussi vital que la santé et le logement, et le reste, et l'éducation. Mais c'est délocalisé parce que on l'a inscrit dans l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, pour l'Organisation mondiale du commerce, c'est indifférent que les carottes viennent de Chine, que les tomates viennent de Chine ou qu'elles viennent du village d'à côté. C'est indifférent. Nos choix ne doivent pas être en fonction de l'origine géographique et c'est très rare qu'on nous donne l'origine géographique des produits qu'on mange. En tout cas, dans les produits industriels, jamais. C'est pas forcément très bien d'acheter une pizza surgelée mais au supermarché, mais si mettez-vous dans la situation, vous êtes dans un supermarché, vous avez besoin d'une pizza surgelée. Après tout, ça m'arrive aussi, hein, comme ça m'arrive d'emmener mes petits-enfants au McDo parce que je n'ai pas toujours le choix, hein, en fait. Eh bien, si j'achète, je vois une pizza surgelée. Et si on me dit, la pâte de la pizza, elle est faite avec du blé qui est produit au Mali. Les tomates, elles sont produites en Chine, etc. Si on me dit ça, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Est-ce que les Maliens, ils n'ont pas besoin du blé pour eux-mêmes? Est-ce qu'on ne produit pas des tomates et qu'on ait besoin de les faire venir de Chine? Et quand je me pose ces questions, je ne suis pas seulement un consommateur mangeur, je commence à devenir un consommateur citoyen. Ça ne veut pas dire que j'ai les moyens d'acheter autre chose que ça. C'est vrai, peut-être, je pourrais acheter que ça parce que c'est le moins cher, mais c'est les connaissances, les informations qu'on me donne, elles vont me permettre, plus elles sont nombreuses, plus elles sont importantes, plus elles sont accessibles, elles vont me permettre de faire des choix qui vont devenir citoyens. Et en disant ça, je passe de la souveraineté imperceptiblement à la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est un système à trois dimensions. Il y a une dimension individuelle, il y a une dimension collective et il y a une dimension politique. La dimension individuelle, c'est, eh bien,
Tout le monde a un droit de vote. Bon, les enfants, ils n'ont pas le droit de vote, mais les enfants, ils choisissent pas non plus leur alimentation, hein. Et quand il faut être adulte, c'est comme ça. Bon, mais tous les adultes citoyens, ont un droit de vote. Et on peut se poser légitimement la question si les autres, les personnes migrantes, ne devraient pas avoir aussi un droit de vote. Je ne dis pas qu'il faut répondre oui ou qu'il faut répondre non. Je pose la question de savoir si la démocratie, ça concerne seulement les nationaux ou ça concerne toutes les personnes qui sont présentes sur un territoire. Mais en tout cas, la, c'est la dimension individuelle de la démocratie. Tout le monde a le même droit de vote. Et mon droit de vote a la même valeur que celui du président de la République ou celui du ministre de ceci ou de cela. Vous voyez? Les droits de vote sont de même valeur. Et, eh bien, chacun, c'est ça la dimension individuelle de la démocratie alimentaire, chacun doit avoir accès à une alimentation suffisante, saine, de qualité. Le même la même possibilité. Et la même possibilité, qu'on soit riche ou pauvre, d'avoir la liberté individuelle de choisir une alimentation conforme à nos préférences, qui peuvent être des préférences médicales, sanitaires, citoyennes. Citoyennes. Quand on regarde une pizza surgelée, c'est un peu comme si on vous disait, vous savez, quand il y a des élections, 3 jours avant, on reçoit une enveloppe marron ou blanche, là, avec 3, 4 papiers à l'intérieur, où on voit la tête des candidats ou des je sais pas quoi. Enfin, vous voyez bien, hein, ça. Imaginez que ce soit la seule source d'information dont on dispose pour faire les choix politiques. Imaginez qu'on n'ait que ça. Eh bien, ce que ça, c'est les étiquettes. Mais pour la politique, on a la télévision, la radio, les journaux, les discussions entre nous. On peut s'informer. Et quand on s'informe, quand on veut s'informer, on n'est pas obligé, hein, on n'est pas obligé. On peut choisir aussi un président en fonction de la couleur de ses cheveux si on a envie. Ça, c'est la liberté du vote. Mais si on veut s'informer, on peut trouver les sources d'information. Pour l'alimentation, on ne peut pas. Elles ne sont pas accessibles, ces informations. Et tant que ces informations ne sont pas accessibles, il ne peut pas y avoir une démocratie alimentaire. La démocratie alimentaire, la dimension individuelle, c'est non seulement l'accès de chaque personne à une alimentation suffisante, conforme à ce dont elle a besoin, mais c'est aussi la possibilité pour chaque personne d'accéder à une information qui lui permette de faire des choix citoyens, si elle a envie de les faire. Si elle n'a pas envie, elle ne les fait pas. Elle est libre d'acheter le produit le moins cher. Elle est libre d'acheter des tomates de Chine. Elle est libre de ça. Chacun de nous est libre de ça. Mais moi, je n'ai pas, quand j'achète une pizza au supermarché, la possibilité de faire un autre choix. C'est ça, la grande faiblesse de la démocratie alimentaire. Et c'est ça, vous voyez, dans votre initiative, il faut toujours que vous puissiez prendre soin de dire, je sais d'où viennent les produits qu'on met à la disposition des uns et des autres, les produits alimentaires qu'on met à la disposition des uns et des autres. Alors peut-être ça vous conduira à chercher plutôt un approvisionnement local ou national ou européen. Posez-vous la question. Posez-vous la question de l'origine géographique des aliments. Posez-vous la question du mode de production. Et dans cette dimension individuelle de la démocratie, il n'y a pas que ça. Nous, moi, quand j'étais à l'école, j'avais des cours d'instruction civique, mais parce que comme je suis vieux, j'ai eu ça. Je ne sais même pas si ça existe encore, les cours d'instruction civique, mais c'était une information citoyenne de base, bon, de base. Mais travailler pour l'éducation sur les déterminants de l'alimentation, c'est-à-dire les modes de production, le gaspillage, le développement durable, la situation des pays en développement, hein, le blé du Mali qui fait la pâte de la pizza, euh, les famines, les crises alimentaires, le contexte politique, voyez. Travailler sur ça, c'est-à-dire approfondir cette éducation aux déterminants de l'alimentation, c'est une nécessité pour que je fasse des choix citoyens. Et la démocratie alimentaire, c'est la possibilité de faire de moi un citoyen alimentaire et pas seulement un mangeur. Voyez.
Donc l'éducation, l'information, en termes nutritionnels, c'est pourquoi une formation nutritionnelle, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Vous voyez? Euh, ce sont des conditions, c'est ça la dimension individuelle de la démocratie alimentaire. Vous voyez que je transpose de la démocratie tout court, politique. J'ai vu passer une question, on me demande si on ne doit pas donner l'origine géographique. Il y a des produits pour lesquels on doit donner l'origine géographique. Par exemple, le bœuf, on doit le donner. Mais pour donner, par exemple, l'origine France du porc, du jambon, il a fallu que la France demande une dérogation à l'Union européenne. On lui a donné la dérogation pour 2 ans. Elle n'a plus la dérogation. Alors pour le bœuf, on dit oui, il faut donner l'origine, mais on donne l'origine. C'est quoi l'origine? Si on vous dit c'est origine communauté européenne ou Union européenne, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai envie de savoir plus? Pourquoi on ne me dit pas d'où ça vient? Voyez, pourquoi on ne me donne pas une information précise? Pourquoi est-ce qu'on me dit que le raisin que j'achète là en septembre, il vient du Chili? Bon, ben, je sais au moins qu'il vient du Chili. Mais est-ce que j'ai pas besoin de savoir autre chose que ça? Vous voyez, comment il est produit? Peut-être que ce sont des paysannes qui produisent le raisin et des paysannes qui sont traitées d'une manière ou d'une autre, comme ci ou comme ça. Ce qui va me conduire à me dire, ben oui, c'est quelque chose qui relève de ce que je peux appeler le commerce équitable, ou bien qui n'en relève pas, même s'il n'y a pas la certification commerce équitable. Vous voyez, les informations, au fond, on me dit souvent quand je me souviens de personnes politiques, je me souviendrai toujours d'une émission en France Culture où j'étais confronté à quelqu'un qui me disait, alors, vous voulez que pour n'importe quel produit, on ait des étiquettes qui font 1 mètre sur 1 mètre? C'est pas possible. Je dis, c'est pas ça le problème. C'est pas l'étiquette. C'est la possibilité qu'on me donne ou non d'accéder à des informations précises si j'estime en avoir besoin pour avoir un comportement citoyen. De la même manière que j'exige, comme citoyen français, d'avoir accès à toutes les informations dont j'ai besoin pour faire prendre mes décisions politiques quand il y a un événement de démocratie politique, un vote ou des choses comme ça. Et donc, c'est très exigeant aussi pour la société. Et donc, pour l'instant, nous ne vivons pas dans une démocratie alimentaire. Il manque cette dimension individuelle. La dimension collective de la démocratie alimentaire, c'est la possibilité d'avoir une offre alimentaire adaptée au territoire de vie. C'est très important de savoir, par exemple, pour vous, est-ce que les personnes qui vont acheter des aliments ou recevoir des aliments, est-ce qu'elles peuvent trouver du raisin en décembre, des fraises en février, ou est-ce que vous allez accompagner votre activité d'une réflexion collective sur les modes d'approvisionnement? Au fond, qu'est-ce qu'on doit trouver? Qu'est-ce qu'on doit trouver dans l'offre alimentaire? Et qu'est-ce qu'on doit trouver collectivement? Ça vaudra pour le collectif, voyez? D'où l'importance d'ailleurs de la gouvernance, de qui décide. Et donc, est-ce qu'on va faire de la saisonnalité ou est-ce qu'on ne va pas faire de la saisonnalité? Parce qu'on pourrait aussi décider que, ben voilà, s'il y a des invendus au supermarché de raisins de Chili en plein mois de décembre, ben bon, on les prend et puis on les distribue. Voilà. On peut aussi dire, eh bien non, on ne les distribue pas. Voilà. Vous voyez, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Pour moi, je ne porte aucun jugement sur ce qu'on fait. Simplement, je dis, posez-vous la question. Quand vous vous posez cette question, vous vous posez une question collectivement qui a trait à un élément qui relève de la démocratie. De la même manière que quand en Russie, il n'y a qu'un candidat, Poutine, à l'élection, c'est pas une élection démocratique. Eh bien, si dans mon offre alimentaire, il n'y a que deux, trois trucs qui, voilà, qui sont achetés un peu n'importe où, indépendamment de la saison, etc., et si j'ai pas la possibilité de choix, alors il n'y a pas la dimension collective de la démocratie alimentaire, d'où, comme le dit quelqu'un qui a donné un message de manière très juste,
D'où l'importance de savoir auprès de quel producteur ou de quel commerce on s'approvisionne. Et puis, la dimension collective, c'est aussi d'organiser l'accès des personnes en situation de difficulté, de fragilité, leur permettre d'accéder à une alimentation adaptée. Alors, souvent, on raisonne sur les pauvres, les personnes en situation de précaire, les familles monoparentales. Et il faut aussi avoir à l'esprit que, il y a des difficultés qui ne se voient pas, qui sont par exemple, quand on réfléchit à ça, les, les enfants qui commencent des études à l'université ou dans le supérieur, donc qui quittent leur famille et qui vont devoir gérer eux-mêmes leur alimentation. Ou bien une personne qui prend sa retraite, qui jusqu'à présent allait au restaurant administratif ou au restaurant d'entreprise, et puis qui tout d'un coup, peut-être n'a jamais fait de cuisine, mais se retrouve à devoir gérer son alimentation, n'a plus accès à cette restauration collective. Ou bien un couple qui se sépare et l'un des deux ou les deux se retrouvent en difficulté à devoir assurer leur alimentation. Et souvent, on constate que il y a des personnes qui sont en situation de difficulté, non pas parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de s'alimenter, mais parce qu'elles sont perdues dans une situation sociale qui n'est pas la situation de pauvreté, mais qui est une situation sociale de fragilité, qui fragilise. Et donc la dimension collective, c'est comment, en démocratie, l'accès à l'alimentation, l'accès aux possibilités, non pas simplement d'avoir des produits, mais de se nourrir, c'est-à-dire comment on passe du droit à l'alimentation au droit à une nourriture qui permet de vivre en société comme on souhaite le faire. Et donc, dans la dimension collective de la démocratie, ça suppose aussi qu'on associe les producteurs, on associe les distributeurs, on associe tous les décisionnaires, on raisonne sur un territoire, c'est un collectif dans un territoire donné, et on essaie de bien réfléchir à quelles personnes ont besoin d'intervenir ou pour qu'on intervienne, dans quel territoire, quelles personnes ont besoin et comment on peut associer ces personnes à un système alimentaire qu'on va penser de manière collective. Vous voyez la dimension collective de la démocratie. Et puis la démocratie, elle a une dimension politique. Là, c'est une dimension, la démocratie, c'est la représentativité, il y a des institutions, il y a des corps intermédiaires, des associations, on crée des organisations, on élit des gens, il y a une démocratie participative, plus ou moins participative ou directe, les minorités, on leur reconnaît de la place, on intègre des politiques publiques, et donc, la dimension politique, ça rejoint la question de la gouvernance, hein. Si je ramène à une initiative, ça rejoint la question de la gouvernance de l'initiative. Pour qu'il y ait démocratie alimentaire, à mon sens, hein, bien sûr, pour qu'il y ait démocratie alimentaire, il faut qu'on tende, là encore, c'est pas tout demain matin, hein, c'est sur un pas de temps, hein, avec des étapes. Il faut qu'on puisse justifier qu'il y a une dimension individuelle à notre organisation démocratique, une dimension collective à notre organisation démocratique et une dimension politique qui est en même temps une dimension qui regroupe la philosophie de l'initiative, hein. Qu'est-ce qui nous motive pour avoir créé ça? Voilà, j'ai été un peu long, je suis désolé, mais euh, c'est un sujet qui me passionne. Alors, je, je me laisse aller en quelque sorte. C'est un sujet Il n'y très a important. aucune longueur, merci beaucoup, c'est passionnant. Et c'est en effet beaucoup d'éclairage. Donc je vous laisse les uns les autres les unes et les autres, pardon, poser vos questions. J'imagine qu'il y en a pas mal. Pour les gens de la Flèche d'Or, peut-être il faudra se rapprocher de l'ordinateur pour qu'il n'y ait pas d'écho.
et pour que ce soit facilement entendable. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Comme d'habitude, je vais peut-être en poser une et je remercie beaucoup pour cette intervention et je reviendrai bien sur le droit, justement, et sur le droit que pourraient revendiquer, oui, les milliards de patients, j'allais dire, de citoyens dans la planète qui ne bénéficient pas du droit à une alimentation de qualité. Vous avez un peu euh, évacué en disant on ne pourrait pas plaider pour ces milliards d'individus. Et pourquoi? Pas parce que, en tout cas, ni à l'échelle internationale, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle nationale, on ne peut mettre en œuvre un procès collectif. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, pour le droit au logement, quand on fait une action en justice pour le droit au logement, c'est toujours une personne. Bien sûr, il y a une association, mais c'est toujours une personne. On ne peut pas faire une action pour 1000 personnes qui sont en souffrance de logement. Voyez. On ne peut pas faire, on ne peut pas collectiviser une action. Et Ouais, on ne peut pas j'entends le faire bien. en France parce que le droit l'interdit. Le droit ne l'autorise que dans une ou deux situations très particulières, où les consommateurs, des consommateurs, subissent un même dommage parce qu'ils ont acheté le Oui, même type de voiture oui. et qu'ils ont eu affaire à, bon. Mais ce n'est pas du tout le cas de personnes qui sont en situation de famine, ou de pauvreté, qui sont dans des situations extrêmement différentes. On ne peut pas les regrouper pour faire une action commune. On ne Et peut ça, faire que des actions individuelles pour Monsieur Dupont ou Madame Durand, ça même peut si pas une faire partie. association peut les aider. Alors, c'est peut-être, moi je réclame ça, la possibilité d'action collective. Je demande ça, la possibilité d'action collective. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas non plus à l'échelle européenne, ça n'existe pas à l'échelle internationale parce qu'il n'y a pas non plus de juge pour recevoir ça. Hein, en France, pourrait y avoir un juge, mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas, on refuse ça. On refuse ça parce que, évidemment, vous imaginez si 1000 personnes dans la rue font en même Hum, temps une action sur le droit au hum. logement contre l'État. Hein, quand je dis 1000, Ouais, je ne sais pas peut-être pourquoi en je dis 1000, dessous. Hum. je pourrais De rajouter un zéro. zéro assez facilement. Hein. Hum. Et vous imaginez les conséquences politiques. Et donc, on ne veut pas de ça. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y penser. Et Voilà. Mais les États, jusqu'à présent, et la jurisprudence refuse, quand il y a eu des tentatives, la jurisprudence a toujours refusé. Je le regrette, mais c'est comme ça. parce qu'on ne peut pas juger un État, c'est ça? On ne peut pas avoir un Si. tribunal international qui jugerait un État, Alors, on peut parce que c'est trouver, l'État, mais il faut c'est trouver. l'État qui est Mais maltraitant dans ce cas-là. oui, mais là, on tombe dans les difficultés d'infraction que, à l'échelle internationale, si on ne peut pas justifier d'un génocide, d'un crime contre l'humanité, d'un crime de guerre, on n'a pas accès à un tribunal. Et Oui, il n'y a que et même, on a essayé, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à faire admettre le crime d'écocide à l'échelle internationale, c'est-à-dire de crime hum, contre l'environnement à l'échelle hum, internationale. hum, Beaucoup d'organisations militent en ce sens, hum, travaillent en ce sens, hum. mais ce n'est pas encore le cas. Par exemple, il y a une Cour interaméricaine des droits de l'homme qui donne lieu à des actions très importantes, mais les États-Unis, par exemple, qui sont sur le continent, ne relèvent pas de cette Cour interaméricaine. Donc, on ne peut pas agir contre les États-Unis. On ne peut pas agir contre le Canada. On ne peut pas agir contre le Mexique. On ne peut pas agir contre le Brésil. Vous voyez, ça fait beaucoup de gens Oui, contre lesquels on ne ça peut fait pas beaucoup. agir parce que les États, il faut qu'ils soient volontaires. Voilà, vous imaginez les Oui, États qui mais sont volontaires. Donc, j'imagine qu'ils non, ne c'est vont une pas faiblesse être du droit. volontaires. Oui. Oui, parce qu'on est en train de tuer tout de même la population, hein, je veux bien qu'on appelle ça. Oui. Je participe à d'autres commissions, notamment en éthique, et des jeunes collègues, là, hématologues, me disaient qu'il y avait, depuis quelques années,
30 000 lymphomes diagnostiqués par an supplémentaires. 30 000 par an, c'est énorme. Énorme. Et ça, c'est bien dû à l'environnement, hein. Tout confondu, hein. Il y a, L'alimentation en fait partie. il y a Oui, une question de c'est un peu. Catherine. Catherine, si tu veux peut-être rouvrir ton micro pour la poser. Si tu veux pas, je Je la l'ai, lis. Oui, je l'ai oui, vu passer, j'ai vu oui, passer la question, je puis hop, voulais pas interrompre la discussion. Alors, je suis arrivée en retard parce que, en fait, donc, je suis arrivée en retard à la Flèche d'Or, du coup, je pouvais pas rentrer, mais du coup, je me suis connectée et c'était passionnant pour le peu que j'ai entendu. Et je ne sais pas si ma question est pertinente, du coup, parce que si on parle de consommateurs, donc, sans parler de gens qui sont dans une situation où ils peuvent pas choisir du tout, est-ce que quand même des consommateurs, par exemple en France, qui sont atteints de diabète à cause de malbouffe, je sais pas, est-ce qu'ils pourraient, bon, avec tout, hein, attaquer un industriel comme Ferrero, par exemple, parce que bon bah ou Coca-Cola ou pour dire, en fait, je sais pas si on peut établir, enfin, si le lien est établi, mais entre des consommations de, de, de produits comme ça et une pathologie non, déclenchée. ils pourront pas. Ils pourront pas pour plein de raisons. D'abord parce que il faudrait qu'ils agissent individuellement, hein, contre Ferrero. Ils ne pourraient pas agir. Tous les diabétiques de France ne pourraient pas agir en même temps contre Ferrero ou contre un autre, hein. Et ils ne pourraient pas collectivement, ils ne pourraient pas individuellement parce qu'ils ne pourront jamais prouver avec certitude le lien de causalité entre leur situation médicale du diabète et le fait d'avoir mangé des chocolats Ferrero, ne serait-ce que parce que ce sera impossible aussi de prouver qu'on a mangé des chocolats Ferrero. C'est pas parce qu'on a collectionné les papiers qu'on a mangé les chocolats qui étaient dedans. Et Ok. donc, c'est un peu comme si on disait, est-ce que une personne qui a un accident de la route, parce qu'elle est renversée par une voiture, peut attaquer le constructeur de l'automobile? Vous voyez. Non. Et est-ce que une personne qui est asthmatique peut attaquer les constructeurs automobiles parce que c'est les pots d'échappement qui l'ont rendu malade? On est on est dans un système juridique où précisément toutes ces questions sont prises en charge pour nous, chez nous, par la sécurité sociale. Parce que s'il n'y avait pas la sécurité sociale, ça ne pourrait être pris en charge que sur la preuve d'un lien de causalité. Notre grand problème, c'est celui du lien de causalité. Pouvoir prouver avec certitude que la cause de mon dommage, la cause de mon diabète, la cause de mon lymphome, la cause de mon asthme, la cause de mon accident vasculaire, c'est un aliment, un producteur, un industriel, un fournisseur. Vous voyez. Juridiquement, on est coincé. Et c'est parce que on est coincé que on règle tout par la sécurité sociale, en disant, bah oui, vous êtes malade, eh bien, la sécurité sociale vous prend en charge. Et donc, c'est la solidarité nationale. Et donc, c'est une Ok. grande difficulté. Ok. En Merci. revanche, pardon, ce à quoi on essaie de penser actuellement, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas surtaxer les produits trop sucrés? C'est une autre manière de prendre le problème. Surtaxer les produits trop sucrés, ça ne condamne pas les industriels. Simplement, euh, euh, comme le dit Dominique, je lis en même temps, on n'est pas obligé d'acheter les produits trop sucrés. Mais on peut les surtaxer. Mais est-ce que si on les surtaxe, est-ce que quand on surtaxe les cigarettes, tout le monde arrête de fumer? Non. Et donc, Mm. si j'ai un cancer des poumons parce que j'ai fumé, je ne peux pas attaquer le fabricant de cigarettes. Vous voyez, il y a toujours, au fond, on nous dit qu'on est libre quand ça arrange. Voilà. On nous dit qu'on est libre quand ça arrange, mais on ne nous donne pas non plus les informations pour qu'on soit libre. Oui, ni On a les les outils. informations pour les cigarettes, mais on n'a pas les informations pour les aliments. Je sais pas, moi, vous savez, bon, j'ai fait beaucoup d'études, hein. J'ai fait beaucoup d'années d'études
quand j'étais jeune, beaucoup, beaucoup. Mais quand je suis devant un paquet de céréales, que je regarde derrière le tableau avec les lipides, les glucides et les je ne sais pas quoi, les protides, je suis incapable de dire si je peux en manger beaucoup, pas beaucoup, si c'est bien pour moi, si c'est pas bien pour moi. Je suis incapable de le dire. Alors que pourtant, je ne suis pas parmi les moins, les moins dotés des moyens d'accéder à... Voyez? Mais pourquoi on fait Ouais. ça? On fait ça pour qu'on puisse pas en faire une condition de choix. Voyez? C'est pour nous emberlificoter qu'on fait ça. C'est... Oui, oui, on n'a pas les Et, outils de la décision, oui. Merci beaucoup. et peut-être pour ouvrir le débat sur ce qu'on peut, et notamment à travers la sécurité sociale de l'alimentation. Donc aujourd'hui, les opposants au projet vont dire que en fait on ne peut pas par rapport aux traités internationaux par exemple et au libre-échange, que du coup ce qui pourrait être décidé en France serait finalement tout de suite retoqué au niveau européen ou même au niveau international. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut réellement? Quels sont les obstacles qui se dressent devant nous et comment s'y atteler dès aujourd'hui? Non, la sécurité sociale de l'alimentation, on peut le faire. On peut le faire parce qu'à l'échelle européenne, il y a un article dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne dont personne ne parle, qui est un article qui permet à un État, à un pays, de créer un service économique d'intérêt général. Un service économique d'intérêt général, un SEIG en français, service économique d'intérêt général. Et ce service, on pourrait très bien dire, eh bien, l'alimentation, c'est un intérêt général. Enfin, c'est quand même pas compliqué d'admettre que l'alimentation, c'est un intérêt général. Et donc, un État peut élaborer un service économique pour l'alimentation, comme il le fait d'ailleurs, sans que personne ne... Pour les écoles, il y a des écoles publiques, des écoles privées. Pour la santé, il y a des hôpitaux publics, il y a des cliniques privées. Il y a des médecins publics, il y a des médecins privés. Enfin, je veux dire, personne ne trouve à redire à ça. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, pour quelque chose qui est vital et qui est l'alimentation, bien du public et du privé? Je simplifie, mais vous voyez, comme on a pour d'autres besoins fondamentaux. Donc ça, l'Europe le Donc permet. L'Europe le permet. l'article, c'est lequel, Oui, pardon? Le je nom de pourrais vous l'article? l'envoyer. Oui, Ouais, 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 tout d'un coup, ouais, je je- comprends. je- C'est pas comme si je- on... mais en tout cas, bon, Oui, mais je vous assure qu'il existe. Je c'est vous assure important qu'il, parce que oui, je vous assure qu'il existe. non, non, mais c'est pour pouvoir l'opposer parce que c'est vraiment des arguments qui arrivent très, très vite dans les discussions. C'est oui, mais vous faites tout ça, mais de toute façon, tout est joué d'avance au niveau des marchés internationaux, etc. Donc c'est important qu'on puisse aussi rapidement répondre et rassurer les gens Oui, qui hésitent à oui, oui. s'engager. Vous pouvez le Et, faire dans un cadre parfaitement légal. Parfaitement légal. Mais et, bon, après, il faut que les États le décident. Hein. Faut que la France dise oui, l'alimentation, c'est important. Et que la France laisse prospérer ses initiatives. Je pense qu'elle le fera, mais mhm. Et d'autre part, par rapport à toute la question des tribunaux, de votre place, en fait, quelle portée donner aux tribunaux populaires? Où finalement, ben, on a joué du droit, hein, notamment à travers le tribunal Monsanto, à travers le tribunal des peuples aussi, qui a beaucoup fait, je trouvais qu'il était intéressant, notamment dans la reconnaissance de l'écocide, qui a permis de venir déposer tout un tas de requêtes, de plaintes, d'atteintes dans un même lieu. Donc, c'était important. Donc, est-ce que c'est des outils qu'il faudrait développer dans le cadre de l'alimentation? C'est-à-dire, OK, on ne peut pas au niveau du droit, mais est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir un tribunal populaire de l'alimentation pour pouvoir porter un certain nombre d'éléments et toucher en fait les limites du droit? oui, c'est vrai, c'est tout à fait concevable. D'une certaine manière, ça existe un peu des outils comme ça, par exemple Yuka, et qui vous dit que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Bon, ça, ce sont des outils qui sont utiles et on peut concevoir en effet
une sorte de tribunal populaire qui dirait, ben voilà, Ferrero, ou je ne sais qui, Danone, Nestlé, etc., ils font ceci, cela. Mais pour moi, même si je ne suis pas hostile à ça, ça m'est arrivé de participer à des initiatives comme ça, je pense qu'il faut ce qui nous manque, c'est de construire des systèmes pour plutôt que des systèmes contre. Et il me semble que il faut l'initiative que vous avez en tête, c'est contre personne, c'est pour, voyez. Le tribunal populaire, c'est contre. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, le tribunal populaire. Mais moi, mon idée, en tout cas, c'est que comme à l'échelle internationale, on ne peut pas faire grand-chose, en tout cas à brève échéance, à l'échelle européenne non plus, à l'échelle locale, on peut faire des choses. Et que si tout le monde s'y met à faire à l'échelle locale des choses qu'aux échelles supérieures on ne peut pas faire ou on ne veut pas faire, on finira par donner un coup d'épaule dans le système. Voilà. Mon idée, c'est donner un coup d'épaule dans le système en multipliant les initiatives de terrain qui précisément développent les principes, les valeurs qu'on voudrait voir partagées à l'échelle internationale. Et donc, c'est comme on le dit de manière un peu savante, les systèmes bottom-up plutôt que les systèmes descendants, les systèmes montants, vous voyez, plutôt que le système descendant. Et ce qui est très important, c'est pourquoi je reviens un instant sur le vocabulaire. Qu'est-ce que je vais construire à l'échelle internationale si je garde les bénévoles et les bénéficiaires? Je ne vais jamais changer le système. Je ne vais jamais changer le système. Parce que le système, à l'échelle internationale, à l'échelle de l'Europe, ce n'est pas un système de bénévoles et de bénéficiaires. Et donc, il faut que, à l'échelle du terrain, vous voyez, à l'échelle locale, à l'échelle du terrain, je réfléchisse au vocabulaire parce que je vais, à partir de la situation de terrain, penser des principes, des valeurs, des mots, des idées qui peuvent valoir aussi plus haut que moi, voyez, qui peuvent valoir à l'échelle d'un État, qui peuvent valoir à l'échelle d'un continent, qui peuvent valoir à une échelle internationale. Mais si je pars sur mes petits mots à moi, mes petits mots de charité, alors ça restera de la charité à l'échelle internationale, c'est-à-dire le programme alimentaire mondial où on fait de la distribution des sacs de riz sur les épaules d'un ministre qui a envie de se faire photographier. Et donc, alors je dis pas que c'est bien, enfin, je veux dire, il ne faut pas laisser non plus les gens crever de faim, s'il faut leur apporter du riz, on leur apporte du riz, c'est pas un problème, hein. Mais on ne peut pas en faire un horizon, ça ne peut pas être un horizon, en tout cas pas un horizon politique. Parce qu'en effet, là, je réagis à l'un des messages que j'ai vu passer, c'est éminemment politique. Mais c'est politique parce que c'est la politis, c'est la cité, hein. On essaie de penser ensemble comment organiser la cité. Alors on le fait à l'échelle de son quartier, à l'échelle d'une association, à une petite échelle, à une moyenne échelle, mais ça suppose de réfléchir à la façon dont ce qu'on construit pourrait se penser à une échelle supérieure, échelle territoriale supérieure, et ça suppose aussi de savoir, de voir comment on peut relier notre initiative, là, locale, de quartier, avec d'autres initiatives. Parce que c'est la conjugaison de ces initiatives qui finiront par donner un coup d'épaule dans le système. Je je sais pas comment on fait pour lever la main sur Zoom, alors j'interviens un peu sauvagement. Vas-y, Faire une question dans la salle après. Ouais. Ah oui, d'accord. J'ai pas, je montre qui je suis aussi. Enfin, qui je suis, à quoi je ressemble. Donc, ce que vous venez de dire, c'est que un ensemble d'initiatives locales peut quand même, donc cette approche bottom-up, pour vous, en tant que juriste, elle permet quand même, elle peut permettre un changement à plus haut niveau. Je trouve ça Oui, extrêmement stimulant et ça me surprend parce que je pense que, enfin, je croyais que si on est, enfin, en droit français, on n'est pas trop, on est plus sur un droit romain, un droit descendant, ce que j'ai appris en tout cas, et,
et que c'était plus dans des systèmes anglo-saxons où on pouvait espérer se dire, ah bah, au bout d'un moment, avec avec, disons, des preuves de concept et puis des expériences locales, on peut espérer faire bouger le haut de la pyramide et donc avancer aussi sur le terrain législatif. Et ça, je ne vois pas comment ça peut marcher. Enfin, si vous avez des exemples à nous donner, enfin, en tout cas, je trouve ça extrêmement stimulant. Bon, par exemple, j'accompagne un peu là, bon, demande ici ou là, j'accompagne un peu des initiatives de la région Occitanie. C'est pas un petit territoire, la région Occitanie. La région Occitanie, ils sont en train de créer une plateforme d'approvisionnement pour toutes les banques alimentaires, les restos, les Croix-Rouges, les ceci, cela, toutes les épiceries sociales de la région, une plateforme commune d'approvisionnement avec une mise en commun des financements, avec des choix communs de, de fournisseurs, une lutte commune contre le gaspillage. Et quand ils m'ont demandé ce que je pensais de leur affaire, j'y suis allé l'année dernière, puis là cette année, ils m'ont demandé aussi ce que j'en pensais. Je leur ai dit, écoutez, vous mettez tout ça en commun. Maintenant, posez-vous la question, comme je vous l'ai dit, comment vous allez appeler les gens qui vont participer à tout ça? Est-ce que c'est des bénévoles et des bénéficiaires? Parce que, en réalité, pourquoi c'est des bénévoles et des bénéficiaires? Parce que à l'échelle internationale, c'est le programme alimentaire mondial. On distribue des sacs de riz. À l'échelle européenne, c'est l'aide alimentaire. On distribue de l'argent aux États. À l'échelle nationale, c'est des associations triées sur le volet. Ce n'est pas toutes les associations qui reçoivent l'aide alimentaire de l'Europe. Elles sont triées sur le volet. Il y en a 4 ou 5 ou 6, à qui on donne l'argent de l'Europe pour acheter sur le marché, hein, pas pour acheter sur le marché, en plus de ce qui est donné, pour acheter sur le marché, au prix de marché, des aliments qui sont ensuite distribués. Là, il y a un système descendant qui est un système avec, à la base, des bénévoles qui gèrent cet argent et qui distribuent à des bénéficiaires. Voilà. Ça, c'est le système descendant. Et c'est un système descendant qui a été conçu comme un système, depuis le haut international jusqu'au bas, comme un système de charité. Maintenant, si on raisonne en termes de solidarité, je disais, par exemple, ben, quelqu'un qui reçoit un panier, bon, dans un système quelconque d'aide alimentaire, il reçoit un panier, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas aller porter un panier à quelqu'un d'autre qui ne peut pas se déplacer? Quand je pense des choses comme ça, la personne âgée à qui on va porter le panier parce qu'elle ne peut pas se déplacer, elle est aussi dans un autre système qui peut être un système d'aide à domicile, qui peut être un... Et on commence à tisser du lien social au-delà de sa propre organisation. Au fond, c'est ça dont on est malade. On est malade de l'insuffisance du lien social. Et, et au fond, quand je crée quelque chose sur le terrain, si je le crée comme quelque chose qui relève de la charité, alors quand ça va s'élever, ce sera toujours de la charité. Et ça finira avec des dons et avec des gens qui reçoivent, mais pas l'égalité, pas les droits. Et donc, c'est pour ça que quand je dis à la région Occitanie, c'est pas rien la région Occitanie. Vous imaginez la plateforme qu'ils sont en train de construire, c'est un investissement de plusieurs millions d'euros. Vous imaginez ça? Ils vont être tous regroupés dans toute une région. Pourquoi? Mais c'est parce que depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a des épiceries sociales qui se créent, il y a les banques alimentaires, il y a les restos qui se développent, il y a la Croix-Rouge, il y a ceci et cela, enfin tous les... Je pourrais, si vous voulez, vous donner les coordonnées de celui qui porte un peu ce système, si vous voulez avoir une expérience de terrain, mais de grand terrain. Bon, j'ai vu de près, bon, participer un petit peu à une affaire qui est dans une région, 56 communes, vous voyez, 56 communes, c'est quand même pas tout à fait rien, 56 communes se mettent ensemble pour penser
à ce que les agriculteurs de ce territoire n'utilisent pas de produits chimiques qui se fixent sur la molécule d'eau, sur l'eau, pour leur activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques, mais pas qui se fixent sur l'eau. Le résultat, c'est qu'ils ne polluent pas les nappes phréatiques et que sur les points de captage, on dépense moins d'argent pour rendre l'eau potable. En contrepartie de quoi, ce qu'ils produisent va servir à approvisionner les cantines des 56 communes. Quand je fais ça, je crée du lien dans tous les sens. C'est économique parce que les agriculteurs vont avoir des contrats à des prix garantis. En même temps, non seulement ils mettent pas de produits qui se fixent sur l'eau, mais ils s'engagent sur 6 ou 7 ans à passer à un système d'agriculture biologique. On les aide à ce qu'un producteur de lait, par exemple, crée un atelier pour faire des yaourts, parce que dans les cantines, on ne prend pas de lait, mais on prend des yaourts ou du fromage blanc, ou qu'un éleveur de porc qui vend jamais un cochon à une cantine, eh bien, puisse créer un atelier de fabrication de saucisses ou de jambon pour les cantines. Voyez. Et donc là, on a un système qui est bon pour les producteurs du territoire, qui est bon pour l'environnement, qui est bon pour la santé par l'eau, et c'est du gagnant-gagnant partout. Et c'est sur 56 communes, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Mais au début, ça commence comme une petite affaire. Ce que vous faites sur un quartier, c'est un quartier. Mais vous allez en parler. Si vous en parlez, si vous vous contentez de faire une bulle pour votre quartier, mais si vous en parlez, vous allez donner des idées à d'autres quartiers. Voilà. Et puis, quand vous aurez donné des idées à votre quartier, c'est tout un arrondissement qui va être embarqué. Et voilà. Et vous allez penser les choses ensemble, alors que ce qu'il faut se remonter, c'est pas seulement la question du vocabulaire. Il y a le vocabulaire. Rien n'est possible si on garde un vocabulaire de charité, parce que ça remonte jusqu'au monde entier avec de la charité. Il y a ça, le vocabulaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que il faut passer par-dessus, il faut arriver à surmonter une sorte d'individualisme des organisations, où chacun veut protéger son petit territoire. Hein, les restos font les restos, les banques alimentaires font les banques alimentaires, les Croix-Rouges font les Croix-Rouges, l'épicerie sociale fait l'épicerie sociale, le système de... Voilà, où chacun défend son précaré. Alors évidemment, si chacun défend son précaré, on ne peut pas monter en généralité. C'est ce qu'ils ont réussi à faire dans la région d'Occitanie, où ils ont décidé de tous se mettre ensemble. Les épiceries sociales, les banques, les aides alimentaires, etc. Et ils ont intéressé, quand ils se mettent ensemble, ils intéressent les crédits régionaux, ils intéressent même l'Europe. Ils peuvent créer cette plateforme. Et puis voilà, tout un système. Et donc, moi, quand ils me demandent, évidemment, quand ils me demandent, je leur dis attention au vocabulaire et attention à la gouvernance de ce gros truc, parce que pour cette gouvernance, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas, si vous êtes discriminant, alors ce sera discriminant jusqu'en haut. Voilà. Vous voyez, alors oui, on me demande si Toulouse et Montpellier sont dedans. Tous ceux qui veulent de la région sont dedans. Alors ça n'intègre pas forcément, enfin en tout cas ça les intègre, mais ça n'intègre pas forcément une expérimentation de sécurité sociale qui a besoin précisément d'être limitée dans son territoire, comme à Montpellier. Parce que la sécurité sociale, comme celle que vous faites à l'échelle de la France, c'est entre 10 et 20 milliards par an, si on veut vraiment faire de la sécurité sociale. Et donc on commence par voir sur un terrain, si c'est possible, à l'échelle d'un territoire plus petit, et après, on voit si on peut monter en généralité, mais c'est l'exemple type. L'expérience de Montpellier pour la sécurité sociale, mais il y en a d'autres. Il y en a une à Bordeaux, il y en a une à Strasbourg, il y en a une plusieurs en Bretagne. Ce sont des expériences à partir desquelles on va pouvoir réfléchir si on ne peut pas faire quelque chose de plus gros. Vous voyez? Comme on l'a fait en 45 pour la santé, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de plus gros? Mais ça suppose, voilà, qu'on commence par des petites expériences.
Et ces petites expériences, il ne faut pas tout de suite les fondre dans une grande marmite, si je puis dire. Il faut les laisser se développer pour voir si ça marche. C'est pas sûr que ça marche. C'est pas sûr. On a À une question. Montpellier, Pardon. hmm, oui, Sur la pardon. de nos questions. Pardon. Non, 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 il faut pas- Ça, vraiment. non, bon. C'est quid des communs? En fait, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. Les communs qui seraient une sorte d'intermédiaire un peu flou entre le public, le privé. Euh, que- où est-ce qu'on en est des évolutions, enfin, d'une prémisse d'évolution juridique qui permettrait d'avancer vers des communs? Parce qu'en fait, quand on discute de tout ce genre de choses, en fait, ce qu'on crée informellement, hors d'une formalisation juridique, c'est un commun. On se bat pour des communs, un commun alimentaire, par exemple. Mais il existe aussi des communs de foncier, des communs, tout un tas de choses comme ça, qui sont généralement portés par des associations. Il y a quand même un statut juridique qui a été créé pour des entreprises coopératives d'activité qu'on appelle les SKIC, qui sont vraiment des coopératives qui ont pour vocation, par leur structure, à créer des communs en mettant ensemble des producteurs, des consommateurs, la puissance publique et tout autre tiers qui serait impliqué. Voilà, comment vous voyez les évolutions sur ce terrain-là qui en fait serait, comment dire, enfin, serait un petit peu la courroie de transmission pour que des initiatives comme ça s'ouvrent. Parce que à partir du moment où Oui. juridiquement, on n'arrive pas à parler de ces choses-là avec des termes adéquats, on se dire que c'est du privé, c'est du public, on ne sait pas, c'est des partenariats. Dès qu'on arrivera à dire que juridiquement, ce qu'on fait, c'est un commun, ça permettra toutes ces initiatives beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ça ma question. Oui, oui, vous avez raison. Ça fait partie de la question à se poser sur le vocabulaire. Il faut faire la différence entre deux choses. Quand on parle des communs, il faut faire la différence entre le bien commun et les biens communs. Les biens communs, c'est la terre, les ressources naturelles, l'air, l'eau. On en fait des biens communs. On décide ou non d'en faire des biens communs. On peut toujours raisonner comme ça à la marge, mais on ne peut pas raisonner autrement comme ça qu'à la marge, parce que chez nous, en tout cas en France, tout ou presque relève d'une propriété, soit privée, soit publique. Et donc, pour mettre des communs, c'est difficile, il faudrait d'abord enlever tout ça. On peut le faire pour l'eau, par exemple. Est-ce qu'on traite l'eau comme un ensemble de biens communs ou est-ce que c'est un ensemble de biens privés ou de biens publics? Si c'est un bien commun, on ne peut pas faire des méga-bassines sans demander l'avis de tout le monde, vous voyez, par exemple. Si c'est pas un bien commun, alors l'eau, elle est souterraine, elle est sous le terrain de quelqu'un, de Dupont et Durand, qui est agriculteur, il va prendre dedans, puis voilà, basta. Vous voyez? C'est là, du coup, oui, il y a une vraie problématique de bien commun au pluriel. Les biens qu'on met en commun. Le bien commun, c'est immatériel. Le bien commun, c'est la sécurité sociale. Voilà. Est-ce qu'on en fait un bien commun? Mais pour en faire un bien commun, ça suppose qu'on dépasse la dimension individuelle, ça suppose qu'on sorte d'un système de charité, parce que le bien commun, c'est pas le bien commun aux bénévoles, avec à côté les bénéficiaires, hein. Le bien commun, c'est le bien commun de la société sur le territoire en question, qui intègre, qui intègre tout le monde sans discrimination, que ce soit des bénévoles, des bénéficiaires ou d'autres personnes. Et vous évoquiez la société coopérative d'intérêt collectif, qui est en effet, comme aussi d'autres formes de société, mais la société, au sens juridique du terme, c'est un moyen de mettre quelque chose en commun entre des personnes qui sont différentes, qui ont des intérêts différents. Parce que finalement, là, qu'est-ce que c'est là? Si on voulait résumer ce qu'est la démocratie, on pourrait dire que c'est la volonté de vivre ensemble en dépit de nos divergences, en dépit de notre diversité, en dépit de nos intérêts parfois contradictoires. C'est ça, c'est pouvoir vivre ensemble de manière apaisée en dépit de tout ça. Eh bien, la société coopérative d'intérêt collectif et d'une façon générale, les sociétés, ça permet ça.
L'avantage de la société coopérative d'intérêt collectif, c'est que il faut mélanger les personnes. Sinon, il n'y a pas de société coopérative d'intérêt collectif. Il faut mélanger le public, le privé, les consommateurs, les autres, les distributeurs et tout le monde. Il faut faire une participation de biens communs. Alors que quand on crée une association, ben, vous pouvez créer une association avec votre voisin de palier pour distribuer de l'alimentaire, de l'aide alimentaire. Vous allez tous les deux, vous allez prendre toutes les décisions. Vous voyez, là, c'est pas du bien commun. Et donc, la structure juridique, le mode de gouvernance, c'est par ça qu'on peut faire du bien commun. Parce que on n'est pas dans une configuration où on peut exproprier tout le monde pour faire des terrains et des ressources naturelles des biens communs. En tout cas, il va nous falloir très longtemps pour arriver à ça. Alors qu'on peut, dès demain matin, faire du bien commun avec une organisation. Et c'est pour ça que, mais vous avez raison de poser la question, j'aurais pu évoquer ça aussi. Quand on réfléchit au vocabulaire, si on dit bénévole, bénéficiaire, il n'y a plus de bien commun. Vous voyez, c'est pas commun. Le bien n'est pas commun. Et si on choisit une structure de gouvernance, vous pouvez choisir une société coopérative, mais vous pouvez choisir aussi une association. L'association, le pouvoir peut être un pouvoir dictatorial. Dans une SIC, non. Mais dans une SIC, le bénévole et le bénéficiaire auront chacun la même voix, comme dans la démocratie. C'est très exigeant, c'est très exigeant. Mais là, on peut faire et travailler du bien commun. Donc, vous avez raison, mais essayez plutôt de raisonner sur le bien commun au singulier, comment on peut mettre du bien commun dans la conception de l'initiative, dans la gouvernance de l'initiative, dans la structuration de l'initiative. Comment on peut mettre du commun et qu'est-ce que ça veut dire mettre du commun? Par exemple, si vous sélectionnez des producteurs pour votre expérience de sécurité sociale de l'alimentation, si vous sélectionnez des producteurs, est-ce que les producteurs seront vos clients ou est-ce qu'ils seront dans la SIC, dans la société? Voyez? Au même titre que les bénévoles, si je reprends l'ancien vocabulaire, enfin le vocabulaire que je souhaite voir modifié, ou les bénéficiaires, ou le comité de quartier, ou la mairie. Enfin, je ne sais pas comment vous avez conçu ça, mais il peut y avoir la mairie aussi dedans qui va apporter des financements. Donc oui, vous avez raison, raisonner bien commun, mais sachez que raisonner bien commun, ça a un inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup parler ensemble pour arriver à convaincre tout le monde. Mais quand on raisonne bien commun, on va raisonner bien commun à l'échelle supérieure. Et quand on raisonne bien commun à l'échelle supérieure, jusqu'à l'échelle internationale, on change le monde. Mais vous voyez, ça commence par le terrain. Le terrain. Et après, avec le vocabulaire, quand on pratique de la démocratie alimentaire, et la SIC permet de le faire, alors on peut penser plus haut, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Bon, moi, je ne verrai pas ça, parce que je suis trop vieux pour voir ça, mais je serais mort avant, mais vous, vous avez encore beaucoup de temps devant vous pour monter le plus haut possible. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, je peux compléter la question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses au niveau du droit à, à gagner? Si vous preniez l'exemple de l'eau pour les méga-bassines, est-ce qu'il n'y a pas des choses à gagner sur le plan du droit par rapport au commun? Je ne sais pas si ma question Oui, est... oui, oui, je comprends très bien. Si, il y a des choses à gagner, des choses qui sont absolument essentielles, mais il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire, si vous faites une initiative qui regarde l'alimentation et l'alimentation des personnes en situation de fragilité, de pauvreté ou de précarité, il ne faut pas mélanger ça avec les méga-bassines. Et vous pouvez, vous pouvez avoir un lien avec une autre organisation qui s'occupe des méga-bassines, mais il ne faut pas mélanger les problèmes. Pour les biens communs, il y a beaucoup de choses à faire pour l'eau, pour la qualité des sols, parce que on peut avoir un agriculteur qui est propriétaire de son terrain, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on le laisse saloper le sol, si je peux dire, pourrir le sol ou tuer le sol, parce que le sol est commun. Vous savez, il y a un philosophe que j'aime bien qu'on a beaucoup oublié, c'est un Anglais, Thomas Paine, mais il a été
ça a été l'un des révolutionnaires. Il a même été député de la Convention. Thomas Paine, P-A-I-N-E. Lui, il disait quelque chose d'extrêmement simple, qui a trait avec les communs. Il disait ceci: un enfant qui naît et qui ne peut pas poser le pied par terre sans avoir la permission à demander à quelqu'un, il n'est pas libre, ça n'est pas une personne. S'il naît, il doit pouvoir poser le pied sans demander à quelqu'un. Alors, Thomas Paine disait, bon, ne soyons pas complètement utopistes, on peut pas, voilà, encore qu'on peut limiter, on peut limiter la propriété. Un agriculteur qui puise dans un aquifère pour faire une méga-bassine, l'aquifère, il n'est pas qu'à lui. L'aquifère, un truc très grand, immense, qui couvre toute une région en sous-sol ou des choses comme ça. Il n'est pas, qu'à lui. Il n'y a pas de raison qu'on lui laisse la décision. On peut raisonner sur des communs, là, à cet endroit-là. Mais pour l'enfant, Thomas Paine disait, écoutez, c'est simple. Voilà la surface de la Terre, de terre, voilà le nombre d'habitants. Voilà, chacun a droit à au moins ça. Ceux qui ont plus, ils payent. Ceux qui ont moins, ils sont payés. Et il disait, il faut un revenu universel qui donne à ceux qui n'ont pas l'assise terrestre que nous avons en commun, parce que ça, c'est sûr, nous avons la planète en commun. Donc, vous voyez grand, mais vous voyez bien commun, Thomas Paine. Eh bien, ceux qui ont plus, ils vont payer et ça fera un revenu universel pour les autres. Et avec ce revenu universel, eh bien, ils vont avoir de quoi assurer leurs moyens de subsistance, comme le dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le droit, on arrive à faire des choses avec le droit, hein, y compris, alors c'est pour les méga-bassines, c'est pour l'enfant qui est à naître, c'est pour le revenu universel, qui n'est pas du tout une incongruité, hein. Moi, j'y crois beaucoup à ça. On peut faire beaucoup de choses, mais il y a ceux qui relèvent un peu de l'engagement politique, c'est souvent les mêmes, hein, mais il y a ceux qui relèvent de l'engagement politique, puis il y a ceux qui relèvent de, bon, on crée une initiative, là, on veut faire une expérience de sécurité sociale, de l'alimentation à l'échelle du 20e arrondissement, sur un quartier. Bon, là, faut pas non plus trop regarder tout, hein. C'est pas le monde qu'on change, on construit ça. Comment on le construit? Eh bien, il faut le construire en pensant le vocabulaire et la gouvernance comme si ça devenait devenir international, comme si ça devait devenir international. Voyez? Sinon, si vous ne vous posez pas ces questions, ce sera de la petite charité de quartier, excellente, hein, très efficace, mais ça restera de la charité à l'échelle internationale. Dans 100 ans, quand moi je serai plus là, voilà. Enfin, je serai plus là avant 100 ans, vous savez. Merci beaucoup pour la clarté et la puissance des mots. Ça donne beaucoup d'éclairage à différentes questions. Ça méritera, je pense, d'être revu par ceux qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui, mais même pour nous, pour saisir en fait justement l'importance de choisir chacun des mots. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre réflexion et de nous avoir partagé tout ça. Ça fait vraiment avancer. Donc nous, on va continuer nos réflexions sur la démocratie alimentaire en se retrouvant le 5 novembre, toujours à la Flèche d'Or, dès 18 heures pour ceux qui le peuvent, pour un atelier de lecture, d'écriture autour de la démocratie. Et puis, on aura la conférence gesticulée de Mathieu Delmet à 21 heures. Donc voilà, ça va nous permettre de continuer à s'approprier les bons mots pour parler correctement de ce dont on doit parler, pour surtout pas être dans une amélioration de l'aide alimentaire et de la charité. Merci à vous, bravo pour votre initiative. Et si vous souhaitez qu'à un moment ou à un autre, quand vous aurez un peu avancé, je vienne vous voir, là, j'espère bien avoir la possibilité, y compris de partager un dîner avec vous. Voilà, ce sera avec plaisir. En tout cas, que je vous suivrai. Voilà. Eh bien, merci Merci beaucoup. Merci beaucoup. à toutes et tous d'avoir suivi. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, Au revoir. au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Bon appétit, puisque vous avez un dîner Bon appétit ensemble. à toutes et tous. Alors, bon appétit Merci. Bon appétit et à à vous. bientôt. À À bientôt. bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Ciao. Ah ouais, À tous et toutes. c'est bon.
démarrer.